shot. Maintains a dribble. Patterson, they get the switch. Solomon Hill. Kyle, tough shot. Got it! Into the third row, he backs in. Kyle Lowry with the dagger. 108-106. Nous sommes partis donc pour le premier débat de la soirée pour savoir justement qui est le meilleur coéquipier que LeBron n'ait jamais eu en carrière. Et on peut quand même dire qu'en 18 saisons sur les parquets NBA, LeBron, il en a quand même connu du beau monde. Je te propose de commencer. On se fait quoi? On se fait un petit ping-pong à travers différentes mentions. Ou alors on en cite même plusieurs, chacun à notre tour. Dis-moi, on se fait peut-être un petit ping-pong tour à tour. Ouais, on va faire ça, on va faire un petit ping-pong. Moi je vais commencer peut-être avec, je sais pas si tu l'avais en tête, J.R. Smith quand même. Effectivement, moi j'en ai beaucoup, moi je te le dis, j'ai une liste qui est longue comme mon bras, et effectivement J.R. en faisait partie, oui, tout à fait. Bah ouais, J.R. Smith quand même un joueur, même si voilà, il y a eu beaucoup de memes, beaucoup de rigolades autour de notre ami Gérard, bah ça reste quand même un joueur qui a été une des clés de la victoire de Cleveland contre le Golden State Warriors. Certes, l'année d'après, il a un petit peu foutu dans la merde LeBron avec une incompréhension la plus totale que possible. Mais J.R. Smith n'empêche, dans ces deux titres, récemment, LeBron quand même à Cleveland, et ici avec les Lakers, il était de nouveau là, notre ami Gérard. Donc, certes, il y a beaucoup de memes qui tournent autour de lui, mais notre petit ami J.R. Smith, il a quand même deux bagues aux côtés de LeBron. Donc, ça fait quand même de lui un des coéquipiers qu'on doit quand même mentionner, même si c'est plus pour la rigolade qu'autre chose. Je vais ouvrir le bal, moi, ici, avec même chose, un coéquipier que LeBron a connu lors de 2 saisons seulement, mais avec lequel il a quand même pu partager un titre. C'est Danny Green. Danny Green qui était rookie en 2007 lorsque les Cavs de LeBron ont été en finale pour se faire balayer par les Spurs. Et ensuite, quasiment 15 ans après, ils se sont retrouvés du côté de Los Angeles et ils ont partagé le titre justement de 2020. On se souvient notamment de ce tir clutch pour la gagne ratée lors du Game 5. Danny Green s'est quand même rattrapé avec un apport quand même en défense et quelques 3 plantés lors du Game 6. Donc ouais, Danny Green, 2 saisons, un titre, un joueur quand même dans le profil pour entourer LeBron qui est idéal, on va dire quand même un bon 3&D. On sait que LeBron a souvent été entouré de ce type de joueurs et c'est ce qu'il faut pour permettre aux équipes du King de briller. Moi, un autre qui me vient comme ça à l'esprit, c'est tout simplement Tristan Thompson, le pivot, donc aussi du côté des Cavs. On a eu une période où on hésitait à le garder, à le mettre vraiment poste 5 avec Anderson Varejao, mais avec le départ de Varejao, Tristan Thompson a vraiment bien su s'imposer, je trouve, et a bien trouvé son équilibre avec Kevin Love et LeBron. Et c'était quand même le pivot avec Timofey Mozgov qui faisait l'affaire chez les Cavs. Donc quand même Tristan Thompson qui a fait des bonnes heures aussi avec notre ami LeBron. Alors comme on le disait, il y a beaucoup de mentions. Michael Beasley, alors ça peut prêter ça peut faire rire. Ils ont joué 2 saisons ensemble. Il y en a une du côté de Miami. Alors, il faut savoir que Michael Beasley a été drafté, il me semble, en 2007 ou en 2008 par le Heat, pour être notamment un peu le bras droit de Dwayne Wade. Finalement, il est resté que très peu de temps du côté de Miami, ça s'est pas très bien passé. Il est parti notamment lors de l'éclosion des Heatles. Et ensuite, il est revenu à Miami en 2014. Malheureusement, c'était la mauvaise année, puisque c'est l'année où le Heat est battu en finale par justement les Spurs et où LeBron finalement s'en va. Donc il a joué une saison en 2014 avec Miami, avec LeBron, malheureusement pas de titre. Et puis ils se sont retrouvés du côté des Lakers, mais c'était la première saison de LeBron à Los Angeles, la saison où les Lakers ratent les playoffs, où LeBron se blesse en cours de saison et manque quand même un paquet de matchs. Et donc j'ai envie de te dire, à chaque fois, Beasley, il était finalement l'un des seuls à être à chaque fois au mauvais moment, au mauvais endroit.
Il y en a beaucoup qui ont obtenu des bagues grâce à LeBron en étant justement là où il fallait être. Michael Beasley, par contre, c'était pas le cas. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je vais enchaîner avec Ray Allen du côté du Heat. Ray Allen, quand même, un coéquipier de luxe quand on cite comme ça le nom, mais qui était vraiment sur sa fin de carrière. Mais malgré tout, sur sa fin de carrière, je pense qu'il a énormément aidé notre ami LeBron à décrocher sa bague du côté du Heat, notamment avec ce shot plus clutch que ça. Je pense qu'on ne trouve pas. Peut-être Damian Lillard pourrait arriver dans la discussion du clutch, mais ici, c'était vraiment pour sceller une finale NBA. Donc, c'est vraiment là où on voit tout le travail d'un Ray Allen tout au long de sa carrière. Et comme il aime bien le dire maintenant, est-ce qu'on doit y croire ou non? Il s'était soi-disant préparé toute sa vie à ce shoot. Oui, les scénarios à l'américaine, on les connaît, mais voilà, Ray Allen qui est jusqu'à présent toujours le teneur en titre du meilleur shooter de l'histoire de la NBA, mais quand même un Ray Allen qui a fait des bons et loyaux services avec notre ami LeBron. Et un petit peu comme à chaque fois, comme LeBron sait faire, il sait très bien s'entourer de bons role players. Et je pense que Ray Allen, au niveau du tir à 3 points, il a donné ce qu'il avait à donner. Alors là, je vais citer un des plus fidèles coéquipiers de LeBron, qui l'a accompagné quand même sur pas mal de saisons, et notamment 3 titres, 2 du côté de Miami et ensuite 1 du côté de Cleveland. Donc c'était 2012, 2013 et 2016. C'est James Jones. Alors, c'était même pas un role player, c'était juste un tireur de banc, mais quand même James Jones. Donc sur cette saison entre Miami et Cleveland, il y a 3 titres. Pourtant, c'est un joueur qui apportait 4 points par match. Donc, c'était vraiment un rôle anecdotique. Mais l'air de rien, en accompagnant LeBron comme ça, en étant un de ses fidèles amis, ça te permet d'avoir 3 bagues au palmarès. Il a une armoire à trophées qui est beaucoup plus remplie que pas mal d'autres joueurs dans la ligue. Et peut-être même parmi les meilleurs coéquipiers de LeBron. Donc, ouais, James Jones, c'était une mention assez sympa. Que je vais citer, c'est un peu plus pour l'ironie. C'est tout simplement Rajon Rondo. Rondo, où on pouvait le connaître justement pour son fort caractère et le fait qu'il détestait LeBron, j'ai envie de dire carrément. On avait pu voir certains moments assez tendus entre les deux joueurs. Et puis, quand LeBron est arrivé du côté des Lakers, il a fallu faire avec Mister LeBron et Mister Rondo. Finalement, ça s'est plutôt bien terminé entre les deux, puisqu'ils se remportent tous les deux. Ils partent en tout cas tous les deux vainqueurs, donc du coup de cette belle, on va dire, mise d'orgueil de côté. Mais voilà, Rajon Rondo, moi, ça m'a vraiment fait rire quand j'ai vu les deux dans la même équipe, alors qu'il y avait eu des moments très, très, très chauds entre les deux, de les voir dans la même équipe et de voir faire coéquipier et vraiment amener tout un système et la famille qui est maintenant les Lakers. Je trouvais ça assez surprenant de voir les deux cohabiter dans le même vestiaire sans qu'il y ait plus de friction que ça. Alors, tu as cité tout à l'heure Ray Allen, légitime. Dans le genre aussi, quand même, bon shooter et capable de rentrer des tirs clutch à des moments importants. Je me souviens notamment d'un tir sans sa chaussure. Il l'avait perdu juste avant de prendre le tir pour justement permettre au Heat de revenir dans le match ou de passer devant. Je ne sais plus quand c'était en 2012 ou en 2013. C'est Mike Miller qui a quand même passé 3 saisons aux côtés du King, 2 du côté de Miami et ensuite une du côté de Cleveland. Et en 3 saisons, il y a quand même 2 titres qui ont été remportés. En fait, Mike Miller, il a fait, je crois, si ma mémoire est bonne, le back-to-back 2012-2013. Il a ensuite été échangé du côté de Memphis par le Heat en 2014. Donc, il n'était pas dans l'équipe battue par les Spurs par la suite. Ensuite, il a retrouvé le King, je crois, en 2015 lors de son retour à Cleveland et de sa défaite en finale face aux Warriors qui soulevaient, eux, leur premier titre de l'ère Curry et Klay Thompson. Donc Mike Miller, dans le genre un peu shooter, profil, voilà, tireur à 3 points qui s'écarte. Et puis son tir avec, son tir en chaussette qui est quand même assez symbolique. Il y a Mario Chalmers aussi du côté du Heat qui a été le commandant et le capitaine, le lieutenant, on va dire, de LeBron James. Alors Mario Chalmers, je pense pas que ça doit être le meilleur pote de LeBron vu toutes les embrouilles qu'ils ont eues sur le banc et des discussions où on les voit encore s'engueuler en finale. Mais Mario Chalmers qui était
petit peu peut-être le meneur déchu de LeBron parce qu'il n'avait pas forcément plus la balle que ça, mais il a quand même été le titulaire pendant toute l'ère LeBron du côté du Heat. Et il était quand même titulaire indiscutable avec quand même un Dwayne Wade et Chris Bosh en plus sur le terrain. Ça faisait quand même un 5 de base très très agressif avec Mario Chalmers. Donc quand même à souligner la petite performance de notre ami Super Mario. Peut-être l'un des meilleurs meneurs avec lesquels LeBron a évolué. On sait qu'il y a rarement eu de meneur fort dominant, si ce n'est peut-être un. Dans le genre un petit peu mention aussi, hormis peut-être un joueur que tu citeras plus tard, il y a Mo Williams, un petit peu dans la même trempe que Mario Chalmers, aux côtés de LeBron tant bien que mal. Alors il a évolué 3 saisons aux côtés du King, toutes à Cleveland. Les 2 premières, c'était fin de la décennie 2000, où là, il tournait quand même en 17,5 passes. C'était peut-être le meilleur coéquipier de LeBron juste avant son départ pour Miami. Et ensuite, il y a quand même une sélection All-Star aussi. À cette époque-là, fin 2000, c'était rare les coéquipiers de LeBron qui étaient All-Star. Et ensuite, il y a eu le titre de 2016. Bon, là, c'était clairement dans un rôle plus de cireur de banc. Mais Mo Williams a quand même eu sa bague avec LeBron. Pour rester aussi de nouveau du côté des Cavs, il y a aussi Anderson Varejao qui avait fait tout le début de sa carrière avec LeBron et puis finalement LeBron a quitté donc du coup pour aller rejoindre le Heat et s'était retrouvé donc quand LeBron a annoncé son coming home et puis tout simplement Varejao qui a fait peut-être le pire choix de sa vie de partir à ce moment-là du côté des Warriors parce que ça lui aura coûté une petite bague du côté des Cavs. Donc, certes, voilà, Varejao qui a un petit peu passé à côté aussi, comme peut-être un Michael Beasley, comme tu l'as dit, mais qui a quand même été aussi un bon et gros coéquipier de LeBron qui lui a permis d'avoir un pivot quand même à un bon niveau. Ouais, alors dans le genre pivot, vu que tu y es, alors je vais faire 2 mentions en une. Dans le mode pivot qui ont dominé auparavant, mais qui sont arrivés complètement rincés chez les Cavs. Il y a tout d'abord Shaquille O'Neal en 2009, qui a passé une saison, donc il avait déjà 37 ans, le Shaq. Et on voit que c'était vraiment la fin de carrière, c'était quand même du 12 points, 7 rebonds. On était bien loin il mettait quasiment le double de points et de rebonds quand il était notamment au début de la décennie du côté des Lakers. Donc c'était vraiment le Shaq en fin de vie. On pensait que ça allait permettre à LeBron d'aller justement gagner le titre tout seul à l'époque. Ça ne s'est pas bien passé. Au final, le King est parti et des maillots ont été brûlés. Et dans le genre aussi meneur qui dominait au début de la décennie, mais qui sont arrivés aux Cavs complètement rincés, c'est Ben Wallace, qui formait un duo avec Rashid Wallace complètement fou dans les raquettes de Détroit lors du titre de 2004. Ben Wallace, il a passé 2 saisons à Cleveland pour 3 points et 7 rebonds de moyenne. Ça pique. C'était vraiment la toute fin de carrière. Le mec n'en pouvait plus et il était au bout du roulax. Donc au final, ça n'a pas vraiment aidé le King à aller loin en playoff. Et le King qui se faisait sortir avec Cleveland en demi-finale de conf, notamment face à Boston. Et je sais qu'il y avait aussi une élimination face à Orlando en 2010 ou en 2009, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc deux pivots plutôt complètement rincés, coéquipiers de LeBron. Je réfléchis un peu si j'ai d'autres coéquipiers qui me viennent en tête. Du côté des Lakers, on peut peut-être quand même énoncer Kyle Kuzma, qui lui aussi est un petit peu plus dans la tourmente, mais quand même, il est quand même aussi toujours présent depuis les débuts de LeBron du côté des Lakers. Et même si il y a beaucoup de rumeurs qui le veulent en dehors des Lakers et qui montrent un peu que c'est le bouc émissaire de LeBron et un petit peu la monnaie d'échange de LeBron en cas de potentiel trade. Il y a quand même eu énormément de trades qui ont été faits et Kyle Kuzma est toujours resté. Donc, je pense que c'est plus un meme et devenu une rigolade que quelque chose de réel. Parce que je pense qu'à Kyle Kuzma, même si parfois il y a des décisions qui sont un petit peu... On se pose un petit peu est-ce qu'il est débile ou qu'est-ce qu'il fait, mais ça reste quand même un joueur qui a un rôle dans cette équipe des Lakers. Donc pour moi, Kyle Kuzma, ça fait quand même partie des mentions pour le coéquipier de LeBron. Oui, puis 3e saison et un titre. On pourrait citer quand même Lonzo Ball et Brandon Ingram. Malheureusement, ils ont passé une saison avec le King et c'était pas la bonne.
mention aussi de cette équipe championne en 2020, Kentavious Caldwell-Pope, qui a quand même Ouais. été la troisième option offensive des Lakers quasiment tout au long des playoffs. En finale, je crois qu'il tournait à 15 points de moyenne. Kentavious Caldwell-Pope, capable d'apporter sur les postes extérieurs de la défense et de rentrer des trois. Après, voilà, je sais qu'il y a des mentions, toi tu les avais peut-être aussi notées quand même, mais là on est vraiment pour ratisser large. Delonte West, Greg Oden, Carlos Boozer, Dion Waiters, qui a quand même remporté le titre avec les Lakers, il était là. Kyle Korver, Deron Williams, George Hill, Derrick Rose, Isaiah Thomas. Et il y en a eu beaucoup des coéquipiers de LeBron. Javal McGee, je ne sais pas si tu l'as cité. Non. L'ami Javal. Len Stephenson, qui a quand même passé la première saison du King avec les Lakers. Rashard Lewis, Chris Anderson de l'époque Miami. Matthew Dellavedova, l'air de rien. Norris Cole. Norris Cole, je me souviens, il était assez sympa lors de la vidéo pour le Harlem Shake. Là, c'était Udonis Haslem, qui a quand même passé les 4 saisons à Miami avec LeBron pour 2 titres. Donc, il y en a quand même eu beaucoup. Il y en a quand même eu beaucoup. Dans une mention peut-être un petit peu plus sympa quand même et honorable, il y a Zydrunas Ilgauskas, pour revenir un peu sérieux, qui a quand même évolué avec le King à la fois à Cleveland et puis il a quand même fait une pige ou deux du côté de Miami. C'est du 13 points et 7 rebonds au côté de LeBron sur les 8 saisons avec une sélection au All-Star Game. Malheureusement, il n'a pas su avoir de bague avec LeBron. Il a pris sa retraite une année trop tôt, malheureusement. Et il a connu le King lors de son premier passage à Cleveland, qui était malheureusement pas celui de la réussite. Mais sinon, à part ces mentions un petit peu gag, je crois que là, on va rentrer dans le vif du sujet, ou tu en avais encore d'autres? Bon, peut-être une petite dernière pour la blague avec Iman Shumpert du côté des Cavs, qui faisait quand même du bon boulot en défense et qui offensivement, voilà, c'était très moyen, mais défensivement, lors du sacre en 2016, c'était quand même lui qui devait tenir Curry et Klay Thompson. Et je pense que c'est pas non plus une facilité de tenir ces deux-là. Et Iman Shumpert se faisait un plaisir de les verrouiller. Je trouve qu'il a disparu assez étrangement de la circulation. Ouais. Il avait un profil fort NBA moderne quand même. Vraiment le genre de role-player utile. Quand je pense que les Lakers ont signé Ben McLemore, je crois que c'est plus ou moins le même type de joueur. Et je ne l'ai jamais trouvé mauvais quand il était en tout cas plutôt bien entouré. Et même à ses débuts chez les Knicks, c'était un mec qui avait été drafté un petit peu sorti de nulle part. Je crois que c'est un second tour, si je ne dis pas de bêtises. Et son apport était là avec sa coupe de cheveux bien soignée. Mais non, franchement, Iman Shumpert assez surpris. Ou alors, est-ce que c'est un mec qui est complètement ingérable en dehors des vestiaires et par conséquent qui n'a peut-être plus sa place? Mais Iman Shumpert, ça reste une petite énigme selon moi. Donc là, du coup, on va avoir quelques grosses mentions. Et en tout cas, si je ne me trompe pas, tu dois avoir quoi? 4 gros clients et parmi ceux-là, le coéquipier, ou je me trompe? Moi, j'en ai 5. T'en as 5. Ouais. Ah bah oui, effectivement, j'en ai oublié. Oui, effectivement, j'en ai 5 aussi. Donc, on est d'accord, on fera peut-être le tour de leur palmarès à la suite de l'autre. On a donc Kevin Love, Chris Bosh, Kyrie Irving, Anthony Davis et Dwayne Wade. C'est ça. Si on fait un petit peu le palmarès, ensuite on évoquera un petit peu ce que ça nous fait, un petit peu finalement leur passage aux côtés de LeBron. On commence par Kevin Love. C'est quoi? C'est le 5e finalement de ce top 5? C'est le 5e meilleur coéquipier de LeBron? Ouais, je pense qu'il faut le nommer parce que il faisait quand même partie de cette équipe qui était présente. Les Cavs, ça vraiment. Ouais, c'est l'équipe qui représente les Cavs en 2016. C'est l'équipe qui représente aussi les nouveaux Cavaliers et le retour de LeBron. C'est quand même toute une symbolique aussi qu'il y a tout autour de Kevin Love pour moi. Donc, c'est quand même un joueur qui a fait partie et qui avait son rôle dans le sacre. Donc, je pense que, il a clairement sa place. Maintenant, comparé aux autres joueurs cités, c'est clair que c'est pas la même classe, j'ai envie de dire. C'est pas encore énormément comment dire, c'est juste un cran juste en dessous. C'est ça, c'est pas le même charisme qu'il y a autour de Kevin Love. On a l'impression qu'il était là, mais sans être réellement là. Il apportait certes sa petite touche et
son système de jeu et peut-être son IQ basket qui ont apporté, qui ont fait du bien à l'attaque des Cavs, mais on n'a pas l'impression qu'il était présent, on va dire, dans les vestiaires, dans les grosses décisions, quand il fallait vraiment porter l'équipe, etc. Et ça s'est confirmé au départ de LeBron et de Kyrie. Quand les Cavs se sont retrouvés seuls avec lui, on a un petit peu trouvé les Cavs à la dérive. Il y a Kevin Love qui est tombé en dépression, donc ça montre vraiment à quel point Kevin Love est peut-être n'est pas quelqu'un qui peut avoir une équipe à lui tout seul. C'est peut-être un bon lieutenant qui a besoin d'une superstar comme un LeBron, comme un KD, comme tous ceux qu'on peut connaître pour être certes la star qui brille un petit peu moins à côté, mais qui va quand même briller malgré tout. Parce que Kevin Love, ça reste quand même un très bon joueur et un joueur assez atypique qu'on n'a pas vu, qu'on voit pas souvent. Un 4 qui sait autant jouer à 3 points que sous l'anneau et qui va quand même rechercher des rebonds. Donc Kevin Love, quand même, il fallait le citer, mais c'est pas comparable. Ouais. Kevin Love, 4 saisons, 4 finales quand même. Un titre, 17 points, 10 rebonds de moyenne et 2 sélections au All-Star Game. C'est un petit peu, j'ai envie de te dire, le Chris Bosh de cette époque Cleveland au milieu des années 2010. Ouais. Et d'ailleurs, moi, celui qui vient dans ma hiérarchie, on va dire, en prenant ces 5-là, c'est Chris Bosh, justement. Je sais pas si c'est pareil pour toi ou si tu places Chris Bosh peut-être un petit peu plus haut dans ton listing. Non, vu les autres qu'on a cités, pour moi, Chris Bosh arrive aussi juste au-dessus de LeBron, tout simplement, enfin au-dessus de Kevin Love, parce que voilà, c'est peut-être un petit peu le même profil et le rôle que Kevin Love au final, c'est Chris Bosh aussi, il a su s'écarter, il a su vraiment jouer sous l'anneau. Et puis ça, pour moi, c'est vraiment le même profil parce que du côté de Toronto, Chris Bosh était promu à être quelqu'un qui pouvait avoir du leadership à Toronto chez les Raptors, et puis il a été du côté du Heat pour accepter un rôle secondaire, voire troisième rôle de leader. Donc vraiment exactement le même cas que Kevin Love, même si je pense que Chris Bosh a pu quand même encore su faire quelque chose avec Dwayne Wade. C'était moins ridicule que Kevin Love qui s'est retrouvé vraiment tout seul et qui est devenu totalement absent du côté des Cavs. Chris Bosh, il a été absent, mais pour d'autres raisons. Mais je pense que sans ces raisons médicales et de santé, il aurait quand même encore pu être très dominant. Et c'est ce qui me fait le mettre juste au-dessus de Kevin Love. Alors, étonnamment, je m'attendais à ce que Chris Bosh ait des stats légèrement supérieures à celles de Kevin Love aux côtés de LeBron, et c'est pas le cas, c'est du 17 points, 7 rebonds de moyenne, donc il y a 3 rebonds par match de moins que Kevin Love. Par contre, en termes de palmarès, il y a 2 titres, donc il y a un titre de plus que Kevin Love, 4 saisons aussi, 4 finales. Et alors avec Chris Bosh, l'air de rien, c'est quand même un joueur qui intrinsèquement, je trouve, est d'un niveau un tout petit peu supérieur à Kevin Love dans le sens où son époque Toronto, même si voilà, c'est peut-être pas si compliqué que ça d'être parmi les meilleurs Raptors de l'histoire. L'air de rien, c'est un mec qui a quand même su emmener son équipe en playoff en étant le leader, à l'inverse de Kevin Love qui faisait des stats mais qui n'emmenait pas Minnesota en playoff. Et même au départ du King, Miami, je crois, l'année d'après, fait quand même encore les playoffs où était à la lutte très fortement. En fait, Chris Bosh, il a été coupé dans son élan à 32 ans pour des problèmes de santé, un petit peu à la Lamarcus Aldridge. Ouais. Mais sinon, il aurait très bien pu encore être All-Star 1 ou 2 années, jouer jusqu'à 35, 36 ans, je pense. Il avait un style de jeu où il avait fortement travaillé sur son 3 points, ce qui lui permettait de mieux s'adapter à la NBA moderne. Au départ, ça a toujours été un mec capable de s'écarter un petit peu, mais c'était un petit peu, oui, un joueur à la Nowitzki ou à la Pogazol, fort à mi-distance, mais qui a réussi au fur et à mesure du temps à s'écarter encore un peu plus et à bosser sur son tir à 3 points. Donc je pense qu'il aurait pu durer et il pouvait tourner en 20-25 points par match en étant la première ou la deuxième option. Surtout qu'au fur et à mesure, il aurait pris le relais de Dwayne Wade qui arrivait sur la fin au départ de LeBron à Miami. Donc ça aurait pu être assez sympa. Chris Bosh, je crois qu'il a 36 ou 37 ans maintenant, donc il aurait encore même pu peut-être être, pourquoi pas, aux côtés d'un Jimmy Butler cette année. Ça aurait pas été dégueu non plus. Donc ouais, Chris Bosh, excellent joueur. Dommage cette fin de carrière malheureusement stoppée par une blessure. Après ici on est sur le podium et là du coup on a 3 joueurs, donc on est d'accord sur les trois noms qui constituent le podium. On a donc Kyrie Irving, Anthony Davis et Dwayne Wade.
On fait quoi? On fait notre podium chacun notre tour ou on fait 3-2-1 dans l'ordre? Moi, je t'avoue que j'hésite. Pour moi, ça se joue dans un, dans un mouchoir de poche. Moi, j'ai mon 3. Ah bah, vas-y alors. Bah, mon 3, c'est Kyrie Irving. Mhm. C'est Kyrie. Ok. Ça peut être surprenant. Il sera peut-être un chez toi. En tout cas, je pense qu'il sera un chez toi. En fait, je le trouve, hein, honnêtement, hein, par rapport aux deux autres, il y a moins de longévité que Dwayne Wade. Il n'y a peut-être pas encore le calibre de Dwayne Wade aussi. Et je le Mhm. trouve intrinsèquement moins fort qu'Anthony Davis. Donc c'est pour ça que je le mets 3. Après, il y a quand même 3 saisons, il y a 3 finales, il y a le titre magnifique de 2016, il y a notamment ce fameux shot sur le museau de Stephen Curry pour clore les débats. C'est quand même du 22,5 passes, donc c'est l'un des tout meilleurs joueurs à avoir évolué aux côtés de LeBron. Il est 2 fois All-Star aussi, mais par contre, voilà, il n'est pas All-Star chaque année en même temps que LeBron, étonnamment aussi. Donc voilà, je le mets 3e, mais bon, très fort, mais malheureusement pas assez de longévité pour peut-être être un petit peu plus haut. Voilà, malheureusement, il y a eu le départ du côté de Boston par après, alors qu'en restant peut-être 1 ou 2 années de plus aux côtés du King, il aurait peut-être été mon number one. Moi, je pense en 3, je vais mettre Anthony Davis en tant que maintenant. Je dis bien en tant que maintenant parce que on a vu qu'une saison au final avec Anthony Davis et LeBron, et je pense que c'est déjà très 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 bien de le mettre à cette 3e position en si peu de temps. Anthony Davis, je pense que c'est la révélation. Ça faisait des années et des années qu'on parle de lui en tant que futur grand de la NBA, futur numéro 4 all-time, machin, machin. Mais du côté des Pelicans, ils n'avaient jamais vraiment su sortir la tête hors de l'eau. Il y avait toujours une blessure qui pointait le bout du nez, qui lui faisait qu'il le ralentir dans sa course au MVP ou dans sa saison, ça le cassait un petit peu. Et ici, je pense que du côté des Lakers, il a vraiment trouvé son élan et son regard d'envie et de vraiment bosser à fond. Et je pense que aussi du côté des Lakers, ils ont vraiment un bon staff et peut-être une meilleure aussi infirmerie qui fait que ça peut le garder un petit peu plus longtemps sur les parquets, même si voilà, on voit qu'il y a des petites blessures quand même qui continuent, mais c'est jamais trop grave et je pense que les Lakers sont plus précautionneux qu'autre chose pour les playoffs. Mais voilà, Anthony Davis, je le mets quand même à cette 3e position, ce que je trouve déjà très extraordinaire, parce que quand tu vois Kevin Love qui a quand même fait plus de 3 saisons avec 4 saisons avec LeBron, qui gagne quand même une bague. Tu as aussi Chris Bosh qui fait aussi 4 saisons avec LeBron, qui gagne lui 2 bagues. Mettre Anthony Davis devant, certes, c'est parce qu'on le voit maintenant et on trouve que les deux sont totalement monstrueux ensemble et qui sont vraiment bien partis pour faire un back-to-back. Mais Anthony Davis, pour moi, avec le peu de saisons qu'on a encore à se mettre sous la dent et seulement une bague, j'ai envie de dire, ça me fait passer à cette 3e position. Moi, je le mets 2 chez moi ici, Anthony Davis, en attente d'un petit peu plus. Mhm. Je pense que s'il y a encore 2-3 saisons au moins, en fait, accompagner LeBron quasiment jusqu'à la fin, hein, c'est un petit peu ça, tout en prenant peut-être un tout petit peu le relais en tant qu'option 1, et pourquoi pas un 2e titre. Je pense qu'Anthony Davis, en tout cas, à mes yeux, passera number one. Pourquoi? Parce que intrinsèquement, c'est le plus fort de tous. C'est vraiment le plus Mhm. fort joueur avec lequel LeBron a joué. On le voit, hein, Anthony Davis, quand il était en forme, on l'a vu au plus haut niveau en playoff, mais même avant cela, c'est un mec qui est capable de nous offrir des perfs à 59 points et 25 rebonds, je crois, qui est capable de tourner à 30 points, 10 rebonds assez facile. Pas qui a ce côté complètement inarrêtable et indéfendable. C'est un poste 4-5, il fait plus de 2,10 m, mais il court aussi vite que certains meneurs. Il sait dribbler et faire des crossovers en tête de raquette. Tire à 3 points et ça fait mouche. Dos au panier, poste bas, pas mauvais passeur non plus. Excellent contreur et bon protecteur d'arceau. Il est complet, Anthony Davis. Et voilà, il est capable de t'amener ce que même Kevin Durant a pu amener du côté de Golden State, honnêtement. Ouais. Donc non, Anthony Davis, pour moi, il est number 2 actuellement. Mais intrinsèquement, c'est le plus fort. La saison dernière, quand même, c'est 26 points, 9 rebonds, 3 passes et 2 contres de moyenne.
Il n'a pas été étranger au succès des Lakers et encore moins à la 4e bague remportée par LeBron. Et puis c'est un joueur qui est beau à avoir joué, Anthony Davis. Il a vraiment cette classe aussi, cette élégance et cette aisance qui est assez inégalable. Tu nous places qui, toi, en 2e position Je crois que je vais me faire des ennemis, mais je vais mettre Dwayne Wade, d'accord, en deuxième position. Mais je m'explique. J'ai des raisons. Je trouve que Dwayne Wade, en fait, ça me fait vraiment hésiter parce que Dwayne Wade, pour moi, a quand même gagné un titre sans LeBron. Donc, ça montre que c'est un joueur qui est capable de gagner sans l'aide d'un LeBron. Maintenant, ici, le débat, c'est vraiment, est-ce que c'est le meilleur coéquipier de LeBron? Je sais pas. En fait, je me dis, le Dwayne Wade qu'on a connu avant LeBron n'était pas le Dwayne Wade qu'on a connu avec LeBron. LeBron, en fait, je trouve qu'il est, c'est comme ça, on l'aime comme ça ou on l'aime pas. Mais c'est quelqu'un qui, une fois qu'il arrive dans l'équipe, c'est LeBron et puis c'est tout. Et ici, je trouve qu'un Dwayne Wade n'a pas été le Dwayne Wade qu'il aurait pu peut-être être sans un LeBron. Et je pense que même si LeBron n'était pas arrivé du côté du Heat, D-Wade aurait quand même pu encore gagner des titres, ne fût-ce qu'avec une équipe bien entourée, il aurait quand même pu encore continuer à produire comme il l'a fait, parce que c'était quand même un joueur très 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 prometteur. Il était quand même destiné à être aussi un des plus grands en NBA. Et puis je trouve que LeBron est peut-être arrivé, certes ça a été les Tres Amigos du côté du Heat. Je pense que LeBron et Dwayne Wade, c'est peut-être les meilleurs potes qu'on ait jamais vu en NBA. Et certes, l'histoire est belle, mais je pense que si tu regardes au point de vue basketball, je pense que LeBron a un petit peu, pas gâché la carrière de Dwayne Wade, mais a un petit peu, on va dire, adouci sa carrière, même si, voilà, il y a quand même 3 bagues au final pour Dwayne Wade, mais je pense que Dwayne Wade aurait pu être beaucoup plus fort que ce qu'il ne l'a été, et ça l'a peut-être un petit peu, on va dire, calmé dans sa progression, dans son évolution de Dwayne Wade, de voir un LeBron arriver, parce que je trouve que c'est un gars qui est franchise player dans une autre équipe et pas forcément un lieutenant comme on peut le voir avec d'autres joueurs. Donc du coup, le number one, Curry chez toi et Dwayne Wade chez moi. Alors pour un petit peu te sortir de la mouise et pour te sortir de ce blasphème, pour moi c'est quand même Dwayne Wade le number one. La raison elle est simple. Banana Boat. C'est quoi Dwayne Wade? C'est le 3e meilleur arrière all-time derrière Kobe et Michael Jordan. Le top 5 peut-être, honnêtement. Ouais. Et puis bon, c'est 22-5-5 aux côtés de LeBron sur 5 saisons. Donc c'est quand même des stats qui sont encore bien sérieuses. Il y a 4 finales dont 2 titres. Donc ouais, non, franchement, Dwayne Wade, voilà, je pense qu'il y a tout. Alors la carrière est déjà finie. Peut-être qu'Anthony Davis passera number one dans quelques années, comme je le disais, quand il sera peut-être au Hall of Fame aussi, etc. Mais je pense que Dwayne Wade, c'est celui qui, voilà, est le meilleur à l'heure actuelle à avoir joué aux côtés de LeBron. Maintenant, il a sa carrière qui est finie, bien sûr, mais maintenant, que ce soit au niveau des qualités du bonhomme, son apport sur le terrain et puis son image et voilà, son palmarès, je pense que tout ça parle pour lui. Puis bon, ouais, c'est banana boat, quoi. Donc c'est vrai que souvent, quand on parle de LeBron, on pense à Dwayne Wade et réciproquement. Donc non, pour moi, c'est lui le number one. Ça pourrait changer, je suis d'accord, comme je le disais, avec Anthony Davis notamment. Donc toi, du coup, c'est Kyrie. Là, clairement, sois honnête, c'est le cœur qui parle alors. Il y a le cœur, mais il y a aussi, je pense, le côté où il y a quand même un what if énorme pour moi, c'est la finale, la série de playoffs où il se blesse, avec aussi la blessure de Kevin Love. Je pense que ici, si tu retires cette blessure-là de Kyrie et de LeBron, tu fais peut-être un back-to-back, tu gagnes peut-être aussi plus facilement ta deuxième saison. Tu peux peut-être, et en fait c'est ça moi qui me le fait placer en tout cas à cette première position. C'est parce que forcément j'aime bien Kyrie, mais c'est parce que
Kyrie, il est arrivé vraiment et il a accepté le rôle de deuxième homme de LeBron. Et pour moi, il l'a fait vraiment à la lettre. Et ce que j'aime vraiment bien avec Kyrie, c'est que quand LeBron n'était pas là, il disait c'est pas grave, moi je suis là. Et on a pu le voir au NBA final. C'est pas LeBron qui met forcément le shot de la gagne, c'est Kyrie qui le met. Et je trouve que c'est pour l'histoire aussi, sans Kyrie, je pense que LeBron n'aurait peut-être pas réussi à accomplir ce qu'il a voulu faire de toute sa carrière, c'est-à-dire qu'il a gagné avec les Cavaliers. Et ce qui me fait le mettre vraiment à cette première position, c'est le fait que voilà, il a été vraiment pour moi le meilleur lieutenant de LeBron parce que il n'était pas forcément une superstar comme Dwayne Wade l'a été, pardon. Et aussi tout simplement la blessure qui vient un petit peu casser justement aussi ce premier run en playoff où je pense que le Kyrie de ces playoffs-là, s'il ne se blesse pas, il aurait pu vraiment faire du mal en finale. Pareil pour Kevin Love, je trouve que la blessure de Olynyk, elle devrait être suspendue. Il devrait avoir une amende, tout ce que tu veux, parce qu'on voit clairement qu'il ne joue pas la balle, mais qu'il cherche à bien déboîter l'épaule. C'est sûr. Mais voilà, pour moi, c'est un des gros what if qu'on pourrait faire du côté des Cavaliers. Et je pense que Kyrie a vraiment été l'image pendant tout un moment de la nouvelle NBA, un petit peu la rivalité Cavaliers-Warriors qui, je pense, restera quand même gravée dans l'histoire de la NBA. Et puis, ils ont quand même fait aussi ce qui n'avait jamais encore été fait auparavant, revenir de 3-1 avec mené aussi quand même par LeBron et Kyrie qui, je pense, presque tous les matchs mettaient plus de 60 points à eux deux, ce qui est juste énorme. Donc, franchement, Kyrie, pour moi, mérite quand même d'être mentionné. Moi, c'est sûr par un qu'après, ça fan. reste un joueur fantastique, hein, donc c'est clair. Et en plus, ils ont chacun leur moment quand même, hein, parce que LeBron avec Anthony Davis, il y a le titre pour Kobe, l'air de rien. Et puis, Ouais. le premier titre depuis 10 ans chez les Lakers, qui est quand même une franchise. Voilà, et c'est le 17e titre aussi de l'histoire. T'as avec Kyrie la remontée de 3-1, donc c'est la première fois de l'histoire que ça se fait face à l'équipe qui a remporté ces 33 matchs. Tu offres aussi le premier titre à Cleveland, ville où LeBron est originaire, en tout cas État, hein, l'Ohio, Akron, dans la banlieue de Cleveland. Et avec Dwayne Wade, moi je repense notamment, effectivement, il y a ce Big Tree assez phénoménal. Et cette photo, d'ailleurs, qui est une scène de Space Jam, le alley-oop avec Wade, qui est les bras ouverts et le dunk de LeBron. Donc il y a vraiment des moments particuliers avec tous. Donc effectivement, difficile de trancher. Donc voilà, en tout cas, c'était assez sympa cette discussion. On a pu me remettre la main sur certains noms qui nous ont fait marrer. Et puis, l'air de rien, on se dit que LeBron n'a jamais été seul de chez seul. Et il a quand même eu de sacrés lieutenants. Alors, il n'a pas eu un lieutenant comme Michael Jordan à la Scottie Pippen pendant toutes ces années, mais il en aura eu plusieurs. En tout cas, voilà, on va clôturer ce débat.